Bonsoir les amis. Non, j'aime bien toujours faire des trucs comme ça, parce que je me dis, c'est vraiment la première fois qu'un député apparaît dans un théâtre de marionnettes comme ça. Écoutez, là on est donc à ma permanence parlementaire. Ça y ressemble pas, mais c'est bien ma permanence parlementaire, parce que ici, on a des lutins, des militants de chez nous qui sont venus depuis quelques semaines pour emballer. On en est à 1010 cadeaux pour toutes les associations d'Amiens. Donc on a la trottinette, on a les ours, les machins. Une statistique qui m'a paru assez tragique, 20% des parents n'offriront pas de cadeaux de Noël à leurs enfants au pied du sapin. Donc une personne sur 5. C'est assez dingue parce que moi depuis des années que je fais mon reporter dans le coin, toujours je vois même les gens qui sont dans la dèche, quoi, qui mettent de côté dans une cagnotte depuis le mois de septembre. Ils se cotisent pour pouvoir offrir à leur gamin ce dont il a rêvé le 24 décembre au soir ou le 25 au matin, tu vois. Et même j'avais un copain qui était vraiment dans la grosse galère, et je me souviens il avait acheté un truc à Carrefour, ça devait être un Megazord, je sais pas si tu vois pas ce que c'est. C'était un genre de figurine, mais qui devait passer à la télé ou un truc comme ça. Et son truc, il avait 3 gosses. Et donc son truc, il avait dit que le premier Megazord, il n'avait pas marché. Et donc il l'avait rendu, mais l'emballage devait être vide. Et il avait été chercher un deuxième Megazord. Et il avait réussi à avoir 3 Megazords pour le prix d'un. Je me souviens plus la combine exactement qui était la sienne. Mais ben voilà, je sais que ça peut être un enjeu. Pourquoi ? Parce que on est dans une société de consommation. J'en ai regardé la définition dans le dictionnaire. Tu vois ? Les définitions dans le dictionnaire de société de consommation, c'est incroyable. Le petit Robert, type de société où le système économique pousse à consommer et suscite des besoins dans les secteurs qui lui sont profitables. Tu vois, l'analyse d'économie politique critique qu'il y a dans cette définition du petit Robert, et j'en profite pour rendre hommage à un linguiste qui est décédé cette année, que j'avais rencontré, Alain Ray, et qui est le linguiste du petit Robert, que j'avais rencontré entre autres parce que tu sais, Ambroise Croizat, le fondateur de la Sécurité sociale, n'était pas dans le Robert des noms propres. Je lui avais écrit un courrier pour lui dire, il m'avait renvoyé un courrier, et suite à ça, on est allé le rencontrer, il était rentré en dictionnaire. Le petit Larousse, sur la société de consommation. Société d'un pays industriel avancé où l'économie, pour fonctionner, s'efforce de créer sans cesse de nouveaux besoins et où les jouissances de la consommation sont érigées en impératifs au détriment de toute exigence humaine d'un autre ordre. T'imagines le contenu critique de résistance qu'il y a parfois dans une définition du dictionnaire. Donc possiblement ce qu'on peut ajouter à nos gosses à Noël, c'est un dictionnaire. Mais donc voilà, je sais que ce moment de Noël, c'est le moment où la société de consommation vous juge, quoi. Est-ce que vous êtes à la hauteur d'offrir ce qu'il faut à vos gosses, à vos parents, à vos cousins, à vos cousines ou pas? Et généralement, je me sens pas à la hauteur. Et tu vois, je débarque le 24 au matin dans la librairie de Philippe, mon copain du labyrinthe, la quartier Saint-Leu Amiens, et je rafle un peu ce que je peux, au hasard, ou à moitié, en lui demandant des conseils, en me disant « Mais putain, qu'est-ce que j'ai lu de bon cette année? Qu'est-ce que je pourrais offrir à ma mère? Qu'est-ce que je pourrais offrir à mon père ?» Enfin, voilà. Et donc, je me suis dit « Bah tiens, je vais vous rendre service. Si vous êtes aussi paumé que moi pour faire les cadeaux, je vais vous sortir de ma bibliothèque et de ma DVD Tech. Alors, il n'y a que des trucs culturels. Hein. Désolé pour vous. Ma hotte, voilà, ça sera ma hotte, 2 dernières minutes. Alors, le premier, Jean de France. Vous savez, on en a fait la pub, le bouquin de Jean Telet. On a fait une émission et des pages en fakir. Résultat, on a trop de demandes, on n'arrive pas, le bouquin est introuvable. Donc, j'ai trouvé, je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps. C'est une BD que Jean Telet a fait avec Florence Sestac, qui raconte l'histoire d'un dessinateur de Charlie Hebdo, qui était Charlie Schlingo, et qui en fait souffrait d'une maladie, je me souviens plus si c'était la polio ou je sais plus trop, et du coup il n'arrivait pas à se servir de ses jambes, du coup il marchait sur ses bras, il avait des bras super musclés, il arrivait à faire des kilomètres sur ses bras, et puis du coup il se battait, comme il avait des gros bras musclés, il se battait souvent aussi. C'est un bouquin que j'ai trouvé vachement drôle. Alors après, dans les trucs, alors là je vous propose des trucs qui sont des trucs chers, hein, parce que quand même c'est les cadeaux de Noël, il faut que vous soyez à la hauteur, vous pouvez vous dépenser du pognon. Dans les trucs un peu rares, genre Jean de France, il y a ce truc, le perche à l'aube du 3e millénaire. C'est bon, tu le vois? Alors ça, c'est vraiment étonnant. C'est quoi? C'est un chanteur, Vincent Malone, qui retourne dans sa résidence secondaire tous les week-ends. Et là,
il lit le journal du coin, Le Perche, tu vois. Et il découpe les photos. Et en découpant les photos, eh ben, ça le fait rire un peu de voir les gens du coin, ça le fait sourire, ça le fait participer à l'activité du village, tu vois, là. On a une photo un peu quelconque avec marqué « On s'amuse au club Pyramide ». Enfin voilà, donc c'est des coupures simplement d'articles de presse. Mais là où je trouve que c'est d'autant plus chouette, c'est qu'il a fait ça avec sympa la soirée fruits de mer. On voit 4 personnes en train de manger. C'est pas à l'Élysée. C'est pas non plus à l'Assemblée avec de Rugy. Et donc finalement ça porte un regard tendre sur la vie de province. Sur les petits articles qu'il peut y avoir dans la presse quotidienne régionale et sur les gens qui les font, tu vois. 47 charcutiers ont participé dans la catégorie boudin créatif. Le gagnant a imaginé une recette aux coquilles Saint-Jacques. Donc il y a des petits trucs comme ça. Et là où c'est tendre, c'est que la rédactrice en chef du journal, à la place de dire qu'il se moque des gens et tout ça, elle a postfacé le bouquin en disant qu'elle l'a accueilli, elle lui a ouvert les colonnes pour qu'il puisse trouver éventuellement de nouveaux. Bon voilà, c'est le genre de trucs qui moi m'amusent. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un grand classique chez nous à Fakir, Les Mauvaises gens. Tu connais ou pas? Ouais, tu connais. C'est sur la jeunesse ouvrière chrétienne, des gens qui étaient à la jeunesse ouvrière chrétienne, par Étienne Davodo. Et voilà, je trouve que c'est une BD formidable sur tout ce qui est le courant chrétien de gauche. Avec en plus un récit qui est bien foutu, une surprise qui arrive au milieu du bouquin, et voilà. BD, on termine les BD, puis après on verra. Ah non, ah ouais, allez, je fais celle-là, puis après je fais l'autre. Didier Tronchet, alors Jean-Claude Tergal, t'as lu tout Jean-Claude Tergal? Moi je me suis identifié à Jean-Claude Tergal, tous les râteaux qu'il se prend dans son gros anorak. Tu connais pas? Ah putain, t'as de la chance. 6 tomes. Alors, 6 tomes de Jean-Claude Tergal, tu vois, je les ai pas sortis parce que je me suis dit c'est tellement un classique, il est hyper drôle. Bon, et là. Donc c'est Didier Tronchet, le même auteur, qui essaye de retrouver il écoutait un CD quand il était jeune d'un chanteur qui a disparu et il essaye de retrouver le chanteur et ça donne une espèce d'épopée comme ça à travers à la fois la France et le monde où le gars essaye simplement de retrouver le chanteur perdu qui a eu un tube qui était peut-être même pas un tube. Bon voilà, j'ai trouvé que c'était une super BD. Alors la dernière que j'ai lue, Léon et Sophia, c'est sur Tolstoï. Donc, à vrai dire, quand on lit Tolstoï, on ne comprend pas bien toujours l'arrière-plan mystérieux, à la fois la métaphysique, qu'est-ce qu'il a fait avec les paysans, qu'est-ce qu'il a imaginé comme religion, pourquoi sa parole elle a porté à travers le monde et tout ça. Et là, je trouve que dans une BD, Léon et Sophia, tu plonges dans son univers. Mais par ailleurs, surtout, je ne l'ai pas là, parce qu'il fallait que je retourne à la bibliothèque de Fakir, mais lisez Guerre et Paix, quoi. Tu as lu Guerre et Paix ou pas? Bon voilà, tu vois, c'est l'injonction du prof. Ouais, c'est 2 volumes comme ça, énormes, de 1000 pages, donc peut-être que pendant les vacances de Noël, ça va pas suffire. Mais une fois qu'on est dedans, on plonge. Quelle épopée, Guerre et Paix. Donc, si vous avez eu le bonheur de ne pas encore avoir lu Guerre et Paix, allez-y. Franchement, je trouve que Anna Karénine, ça vaut rien à côté de Guerre et Paix. Guerre et Paix est vraiment extraordinaire. Dans les DVD, je vous mets du DVD politique, je sais à qui je m'adresse. Pour moi, l'un des plus grands films politiques, c'est Lord of War, sur le trafic des armes, avec Nicolas Cage dedans. Et le récit est vraiment formidable, parce qu'il y a une capacité à raconter une espèce de fable universaliste à travers juste le portrait d'un homme. Et ça, c'est de cette année, Adult in the Room de Costa Gavras. Donc c'est le film sur Varoufakis qui se retrouve ministre de l'économie en Grèce et qui se voit cadenassé de toutes parts par la Banque centrale, par le Conseil européen et avec en star les traîtres socialistes de l'époque qui a la place d'appuyer la Grèce pour la sortir de l'ornière. On dit bon, c'est pas nos affaires, va voir Angela Merkel. Et moi, j'ai pas mal aimé voir cet univers de pouvoir de l'intérieur. C'est l'univers des riches, des lieux de puissance comme ça qu'on voit rarement. Et là, c'est comme si on le vivait de l'intérieur et possiblement ça nous prépare.
parce que la France sera peut-être la Grèce de demain, qui tentera de rompre avec cet ordre-là, et il faudra être préparé, sans doute mieux préparé, peut-être que ne l'était Varoufakis et Tsipras. Bon, voilà. Alors, pour ce qui est des lieux de pouvoir, La vie est belle de Capra, j'ai déjà vanté, donc je voudrais vanter une trilogie de Capra. L'extravagant Mr. Deeds, Mr. Smith au Sénat et L'homme de la rue. C'est quoi le principe? C'est le même principe pour les trois films. Mr. Smith au Sénat, c'est un espèce de boy scout qui aime bien s'occuper des gamins dans son coin et qui, d'un seul coup, par des magouilles politiques, se retrouve propulsé malgré lui au cœur du Sénat à Washington. Et qui là-bas, on va y faire des miracles presque. Parce qu'il y a un côté d'ailleurs chez Capra qui est un côté chrétien, habité par quelque chose et qui espère le miracle, quoi. T'as un peu le même truc avec L'homme de la rue. L'homme de la rue, cette fois-ci, c'est le même profil d'homme quelconque, mais qui se retrouve là face à la presse, face au pouvoir des médias. Et enfin, tu as donc l'extravagant Mr. Deeds, et cette fois-ci, c'est un homme de la rue, un homme ordinaire, qui se retrouve confronté au pouvoir économique. Donc Capra construit une trilogie comme ça, une trilogie critique de la politique, du médiatique et de l'économique. Et je pense que ce sont des œuvres marquantes quand on a des espèces de candides qui se retrouvent comme ça au milieu des requins. Et alors là, c'est tout le génie de Capra de faire que ce sont quelque part la candeur qui l'emporte sur le cynisme, quoi. Qu'est-ce que j'ai pour les gosses? Alors attends, ça évidemment, ça c'est la BD de ma fille, hein. Femme culottée, les culottés, c'est hyper connu, mais ça n'empêche, je vous le dis, ça peut marcher pour les gamins et les gamines, lu vachement jeune. Moi, on lit des BD, une petite histoire en BD tous les soirs presque, chez moi, en se mettant au lit. Et là, on a des histoires extraordinaires. Attends, je recherche. Phoolan Devi, la reine des bandits. C'est une épopée. Moi, il n'y a aucun des portraits qui étaient faits dedans, quasiment, que je connaissais. De Uttar Pradesh en Inde. Et donc, comme elle est maltraitée, elle se retrouve à devenir une rebelle terrible. Bon, elle va finir mal, hein. Bon, ça, c'est comme ça. Alors, pour les gosses, sinon, les films pour les gosses. J'ai beaucoup de tendresse, moi, pour Pierre Richard. Et donc, toute la série La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, je trouve que ça fonctionne super bien avec les gamins. L'Homme de Rio, tu l'as vu ça ou pas? Donc, un Belmondo, on regarde beaucoup les Belmondo à la maison. Le Magnifique, tu connais? Ça te dit rien? Bon, là, L'Homme de Rio, donc c'est un espèce de Tintin, il se retrouve du jour au lendemain plongé dans des histoires en Amérique du Sud. Dans Le Magnifique, le gars, il a son écran d'ordinateur et il imagine un espion en Amérique du Sud qui s'est tiré sur tout le monde et tout ça. Et puis il y a sa chasse d'eau qui pète et d'un seul coup, il y a un mélange entre qu'est-ce qu'il imagine dans sa tête, qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud, sa chasse d'eau, la nana de l'étage au-dessus et tout ça. Et je trouve que c'est un film vraiment super, hein, sur le mélange de l'onirique et de la réalité. Dans les films un peu politiques, éventuellement à voir avec les gosses, alors il y a Erin Brockovich, ma fille elle a bien aimé. Alors mon fils il a pas aimé du tout, mais alors une hypothèse, c'est parce que l'héroïne est une fille, donc tu vois, bon, même si on a regardé Persepolis, on a regardé des trucs comme ça, mais bon, va savoir. C'est juste pour dire qu'il y a des trucs avec les gamins, des fois ça passe, hein, quand même. Même L'Homme qui tue à Liberty Valance, le western, avec un peu de commentaires autour, on en regarde. Bon. Ensuite, devoir, tu sais, quand tu regardes ta bibliothèque, moi je vois tout ce qui a disparu, parce que je prête, je fais des cadeaux, bon, et tout ce qui est, j'en ai parlé à Mélenchon cette semaine, La mort de Staline, une série de BD sur la mort de Staline. T'as pas vu ça? Exceptionnel. Ça c'est génial. Ensuite, il y a La vie de Staline aussi, qui est exceptionnelle pour rester dans le même registre. Tu vois, mon coffret Capra, il est à moitié vide, donc ça m'a permis de voir, tout ce qui a disparu de ma bibliothèque. Et, entre autres, a disparu, je retrouve pas,
un bouquin que j'ai lu sur la révolution spartakiste, paru aux éditions Agon. Je voulais en faire un bulletin spécial, c'est pour ça que j'ai dû le mettre dans un coin en me le réservant, et là j'arrive pas à le retrouver, ne serait-ce que pour vous en faire de la pub. Mais aux éditions Agon, donc est paru un bouquin sur la révolution de 1917 en Allemagne, et 1918 pardon, en Allemagne, et c'est extra. Faut vraiment que je le retrouve et que j'en fasse de la pub. Alors pour terminer, ma lecture du week-end dernier, tout Picard que j'étais, spécial Picard, spécial Picardie, un livre de Jacques Darras aux éditions du Labyrinthe sur l'histoire de la littérature en Picardie. Et alors, ce qui m'a marqué moi, peut-être parce que ça participe de ma mythologie, mais c'est l'importance du peuple et de la langue populaire dans la littérature picarde. Grosso modo, tu aurais une littérature parisienne, voire du Sud, qui serait une littérature courtoise, de seigneurs et tout ça, et viendrait du Nord une espèce de dureté ou d'âpreté du langage, de joie aussi, de comédie par en dessous populaire. Je vais t'en lire quelques extraits. D'abord, t'as le mec, comment il s'appelle le mec? Conon, bon, donc là on est au XIIIe siècle, qui vient pour causer à la cour, et là, c'est pourquoi j'ai mis mon chant en arrêt. Il commence à résister son chant et s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on blâmait mon langage, les Français. Les Français se sont foutus de moi. Et mes chansons devant les champenois et devant la comtesse dont plus me pèse. Voilà, ça lui pèse parce que on s'est foutu de lui quand il est arrivé à la cour. La reine ne s'est pas montrée si courtoise, me reprenant, elle et son fils le roi. Bien que ma langue ne soit pas toute française, pourtant peut-on bien l'entendre en français. Ils ne sont ni éduqués ni courtois. Voilà, il se plaint parce que il y a eu finalement un racisme linguistique. On s'est foutu de sa gueule quand il est arrivé à la cour. Là, tu as ce cri du peuple chez Hélinan de Froimont. Donc c'est pareil, 12e, 13e siècle. Mort, tu te défies et tu guerrois. Donc il s'adresse à la mort et dit, voilà, tu défies ceux qui d'impôts tirent profit, jusqu'à l'excès, jusqu'à l'outrage. Tous les tourments visent de droit, ceux que faire souffrir réjouit. T'as un poème qui dit ceci, donc je sais pas à quel siècle on est, 13e, 14e. Prince puissant qui trésor affiné, vous qui avez des trésors, les princes puissants là, et ne finez de forger grands discours, et qui ne cessez pas de prononcer des grands discours, qui dominez, qui le peuple a miné, vous qui êtes pesé sur le peuple, qui ruminez, qui gens persécutés, et tourmentez les âmes et les corps, tous vos records sont piteux à or, vous êtes hors d'excellence boutés, vous méritez pas tout ce que vous avez. Pauvres gens sont à tout lieu reboutés, et les pauvres sont partout reboutés. Voilà la poésie picarde qu'on trouve au XIIIe siècle, il me semble. Et alors ça peut résonner chez un Gracchus Babeuf. Je te l'ai lu tout à l'heure en bagnole quand on revenait d'aller voir les femmes de ménage, les agents d'entretien à Valenciennes, qui en 1787, donc celui que Jaurès a appelé le premier émancipateur du prolétariat, c'est l'inventeur du communisme, qui est quelque part Gracchus Babeuf, qui en 1787, 2 ans avant la Révolution française, écrit ceci, ce programme. Que l'on établisse une caisse nationale pour la subsistance des pauvres. Que l'on salarie sur les fonds publics les médecins, apothicaires et chirurgiens pour qu'ils puissent administrer gratis leurs secours. Qu'il soit fait un plan d'éducation nationale dont tous les citoyens puissent profiter. Que les magistrats soient aussi salariés par les services publics pour qu'ils puissent rendre la justice publique. Quel prophète, quel visionnaire, c'est incroyable, non? Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment ahurissant. Et comme il va pas réussir à imposer tout ça, et puis qu'on va aller lui trancher la tête quand il va tenter de faire la conjuration des égaux, il conclut, avant de mourir, en disant « La révolution n'est pas finie parce que les riches absorbent tous les biens, tandis que les pauvres travaillent en véritables esclaves. Bonsoir, mes amis. Je suis prêt à m'envelopper dans la nuit éternelle. » Comme il y a ce peuple, comme il y a cette langue populaire, même les grands tragédiens, Racine, qui est originaire de Picardie, quand ils se mettent à parler du Picard, ça vient dans la comédie. Toute la littérature picarde, elle est hantée par cette figure populaire. Tu vois, Racine, qui est originaire du coin, quand il se met à parler d'un Picard, ça va être Jean-Jean, je crois il s'appelle, ou Petit Jean. C'est dans Les Plaideurs, c'est dans sa seule comédie. Et voilà comment il se présente. Ma foi sur l'avenir, bien fou qui se fiera. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Un juge l'an passé me prit à son service. Donc, et voilà comment il se présente. Un juge l'an passé me prit à son service. Il m'avait fait venir d'Amiens pour être Suisse. Tous ces Normands voulaient se divertir de nous.
On apprend à hurler, dit l'autre, avec les loups. Tout picard que j'étais un bon apôtre, et je faisais claquer mon fouet tout comme un autre. Tous les plus gros monsieur me parlaient chapeau bas, monsieur de petits gens, ah, gros comme le bras. Mais sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Moi, j'étais un franc portier de comédie. On avait beau me heurter et m'ôter son chapeau, on n'entrait point chez nous sans graisser le marteau. Fallait lui donner de l'argent pour pouvoir rentrer. Bon, voilà. Et donc, après, tu as Ververt. Tu connais Ververt ou pas de Graisser? Alors Ververt. L'histoire de Ververt, c'est un perroquet qui est dans un couvent le long de la Loire. Je ne sais plus trop où c'est. Mais c'est une merveille, ce perroquet. Il est bien élevé par les nonnes et tout ça. Et du coup, à Nantes, l'autre couvent, ils veulent voir Ververt, entendre Ververt, dont la réputation est venue jusqu'à Nantes. Et donc, ils envoient le perroquet Ververt en bateau entre, je ne sais plus trop quelle ville, et Nantes, tu vois. Mais là, sauf que dans le bateau, le perroquet se retrouve au milieu des soldats qui ont un langage de gargote, qui parlent mal et tout ça. Et voilà qu'il arrive à Nantes, le perroquet, toutes les nonnes accourent pour voir le perroquet. Et ils disent quelle merveille il va nous dire, ça va être beau à entendre, est-ce qu'il va réciter des versets de la Bible, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et là, il y en a une nonne qui dit, eh bien, moi je suis de Saint-Augustin. Et là, paf, il fait rimer avec tin, tu vois, et tout est comme ça. Et donc, à la place d'avoir le beau langage biblique et tout ça, il se retrouve à mettre le langage populaire au milieu du couvent, et ça sème la zizanie complète. Et alors, t'en as un autre que je connaissais pas. Ça, je le connaissais, c'est Graisser Ververt, c'est un peu connu. Mais je connaissais pas, alors attends, Jean-Joseph Vadé, qui est du coin aussi, qui est de Ham. Et tu sais, on parle de la langue des Poissardes. La langue poissarde, ça dit quelque chose ou pas? Non? Ah bon, putain, je suis vieux. Donc c'est une langue un peu, c'est de l'argot, quoi. Tu vois, c'était mal parlé, c'est parlé comme des... Bon, et là, ça vient en fait de son œuvre à lui, qui est 4 bouquets poissards, où il fait parler les poissonnières. Donc on est dans la poésie, on est au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et il fait parler les poissonnières à l'intérieur de la poésie. Donc c'est heurtant. Tu vois, par exemple. Prenez cette orange-là, il n'y en a pas dans le marché de plus mieux. Combien? 20 sols en conscience. Les recevant, elle a lâché un rire suspect à ma prudence, tu vois. Allez, gonze, s'il est fiché, vous êtes fichu, chien d'aumônier du cheval de bronze, bel ange à double pied fourchu. Demandez-moi quoi qu'il vous demande, avec son visage sans viande. Allez, n'avez-vous pas acheté? Voyons, parlez. Tu vois. Et donc, à l'intérieur de la poésie du XVIIIe siècle, il vient foutre cette langue de poissonnière, sans vouloir trop m'identifier à tout ce que je raconte là. Mais quand je lis ça, je me sens un héritier. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je viens faire à l'Assemblée? Je viens tenter d'amener la langue des femmes de ménage, la langue des auxiliaires de vie sociale, la langue des ouvriers à la tribune de l'Assemblée nationale. Et quelque part, je me sens un héritier de Jean-Joseph Vadé, de Graisser, de Racine. Et il y a une féministe aussi, Marceline Desbordes-Valmore. Tu vois, je tombe dessus, tant pis. Hein. Je tombe sur Géant Rictus, là. On est quand? On est au 19e siècle. Ah, 1897, tu vois. Merde! V'là l'hiver et ses duretés. V'là mon nom de plume se mettre à poil. V'là que ceux qui tiennent quelques de poil dans le midi vont se carapater. Ceux qui tiennent la queue de la poêle, donc ceux qui peuvent manger comme il faut, eux ils vont partir dans le sud parce qu'ils commencent à faire beau. V'là le temps où jusqu'en Hanovre, Gibraltar, au Cap Griné, les bourgeois le soir vont plaindre les pauvres au coin du feu après dîner. En v'là où ce que dans la presse, entre un ou deux lancements de putain, on va redécouvrir la détresse, la purée et les purotins. Les journaux, même ceux qui a de la guigne, à côté d'articles festoyants, vont être pleins d'appels larmoyants, pleins de sanglots, à 3 sous la ligne. Merde, v'là l'hiver, l'empereur de Chine se fait flopper par les Japonais. Merde, v'là l'hiver, Mme Séverine va rouvrir tous ses robinets. Ce qui va se évader des larmes, ce qui va en couler de la pitié. Plaindre les pauvres, c'est comme vendre ses charmes. C'est un vrai commerce, un métier. C'est beau, non? Hein? Bon, et donc je termine sur Marceline Desbordes-Valmore. T'es ma fille, t'es ma poule, t'es le petit cœur qui roule, t'es à l'entour de mon cœur, t'es le petit Jésus de ta mère. Tiens, il n'y a pas de souffrance amère, que ma fille n'en soit le vainqueur. Il n'y a pas à dire, faut que tu manges, quoi que tu deviennes d'avec les anges. Faut manger pour bien grandir, mon enfant. Je t'aime tant que ça me lasse. C'est comme une corde qui m'enlace, que ça finit par m'étourdir.
Qu'est-ce que ça me fait s'il me manque quelque chose? Quand je vois ton petit nez tout rose, tes dents blanches comme des jasmins, je prends tes yeux pour mes étoiles, et quand je te sors de tes toiles, je tiens le bon Dieu dans mes deux mains. T'es ma fille, t'es ma poule, t'es le petit cœur qui roule. Tout alentour de mon cœur, t'es le petit Jésus de ta mère. Tiens, il n'y a pas de souffrance amère que ma fille n'en soit le vainqueur. C'est beau, non? Bon, on va terminer là-dessus, sur le petit Jésus de ta mère. Et alors là, bon, pour terminer sur le petit Jésus, tiens, j'ai lu le bouquin, justement, Jésus, les bourgeois et nous, un entretien de François Bégodeau avec Paul Picaretta. Et alors ça, c'est aux éditions L'Escargot. Il y a plein de phrases des espèces, tu sais, d'éclairs comme ça. Bon, ça papote, et paf, d'un coup, t'as un éclair qui jaillit. Il y a ça, par exemple, il dit à un moment, je suis allé travailler à Canal et tout ça, l'autre lui demande, mais est-ce qu'il n'y avait pas un risque en allant travailler au milieu de la bourgeoisie de gauche, ou pas d'ailleurs, d'être récupéré, d'être avalé, tout ça. Et là, il dit qu'il avait déjà eu une vie avant, il avait déjà été punk, et là, il était punk fonctionnaire dans l'éducation nationale. Donc, il a cette phrase, « J'étais un homme fait, il ne pouvait plus me défaire. » Je me permets, mais c'est ce que je pense de moi aussi, au fond, en étant à l'Assemblée et tout ça. C'est que je suis arrivé dans ces lieux-là, à un moment de ma vie, où j'étais un homme fait et ne pouvait plus me défaire, tu vois. Plus jeune, peut-être que j'aurais pu être récupéré, ravalé, et ainsi de suite. Bon, voilà. Écoutez, entre tous ces bouquins, j'espère qu'il y en aura qui pourront vous servir, soit pour vous, d'ailleurs, vous pouvez vous offrir des cadeaux à vous-même à Noël. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé sur Le Bon Coin un lot de DVD. Je sais même plus ce qu'il y a à l'intérieur, c'est dans le carton, je l'ouvrirai à Noël au pied du sapin. Donc voilà. Parce que je suis encore un vieux de la vieille, il me faut des livres papier et il me faut des DVD et pas des fichiers qu'on télécharge pour l'instant, tu vois. Et puis comme les salles de cinéma sont fermées, bon bah voilà. Donc j'espère qu'à Amiens, grâce au lutin, parce qu'ici, il faut voir que c'était un sacré atelier. Hein. Toute la cave, ici, elle était remplie de jouets. Ici, c'était rempli de jouets. Toi, Dimitri, tu n'osais pas inviter les gens, genre le président de l'université et tout ça, ici, en te disant, oulala, ou le général de gendarmerie qui doit passer, avec le bazar que c'est. Mais alors que moi, j'en serais plutôt fier, tu vois, qu'il y ait des nounours qui doivent partir dans les quartiers et tout ça. Mais on a eu donc des lutins, je vais les citer tous. Malika, Martine, Francis, Linda, Hélène, Valérie, Nathalie, Ismaël, Laure, Marie, Mehdi, Hayat, Jean-Bernard. Toi, Dimitri aussi, quand même, qui est venu régulièrement le samedi pour emballer tout ça. Et Noël. Je le cite en dernier parce que quand même... Alors, c'est pas le Père Noël, c'est Noël 2LE. Donc, c'est la Mère Noël, là. Mais qui ont... et j'espère que grâce à eux, à Amiens, on va passer un peu en dessous des 20% de parents qui n'auront pas les moyens de mettre des jouets au pied de leur sapin à Noël, même si j'imagine que c'est pas du tout la même chose que d'être ramassé un jouet dans une association caritative que de l'avoir choisi, pensé, tout ça soi-même. Bon allez, passez de joyeuses fêtes quoi, hein.